Il est 10h30, nous allons commencer à l'heure. Bonjour à toutes et à tous, merci et bienvenue dans ce webinaire. Je me présente, je suis Valérie Pasquier, je suis associée paye PKF Arcelon en charge du pilotage de la paye nationale et de l'offre digitale RH. Nous avons souhaité vous présenter aujourd'hui un sujet qui est un enjeu majeur pour les entreprises, à savoir la gestion sociale et plus particulièrement la sécurisation de la gestion RH grâce à des solutions digitalisées. Nous savons qu'une entreprise se doit d'être attractive aujourd'hui. L'organisation du temps de travail, la flexibilité sont des critères importants, tant pour le salarié que pour l'entreprise. Reste à savoir comment l'employeur peut les adapter tout en prenant en compte l'activité de son entreprise, ses contraintes économiques ainsi que son fonctionnement. Au préalable, je vais vous présenter en quelques diapositives PKF Arcelon, nos expertises, nos valeurs, ainsi pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas. Nous accompagnons dans toutes les étapes de structuration, de développement et de transformation de vos entreprises. Nous sommes présents sur vos enjeux d'expertise comptable, de paye, de digitalisation RH, de ressources humaines, de formation, d'audit. Voilà un petit panel de notre savoir-faire. En France, nous sommes environ 900 collaborateurs PKF Arcelon. Tu peux revenir, s'il te plaît? Voilà. Là, je vais vous parler de la France. PKF Arcelon en France, c'est 930 collaborateurs, un peu plus de 70 associés, un excellent maillage sur le territoire français, puisque nous avons 30 bureaux répartis sur toute la France, et nous dégageons un chiffre d'affaires d'environ 93 millions d'euros. PKF Arcelon est un membre français du réseau PKF International. Comme vous pouvez le voir sur ce document, PKF est implanté dans 150 pays, 513 bureaux, on compte 23 000 professionnels et on génère un montant d'honoraires de l'ordre de 2 milliards d'euros. Une nouveauté cette année, et nous sommes fiers de vous l'annoncer, c'est que PKF Arcelon adopte le statut de société à mission. Nous inscrivons au cœur de notre identité une conviction qui est d'intégrer dans notre stratégie des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux et des enjeux sociétaux. Nous avons aussi 3 grandes valeurs chez PKF Arcelon qui sont la conviction, bousculons les codes, l'esprit de communauté, progressons ensemble, et le 3e est l'intégrité, et oui, restons humains. Quelles sont nos expertises? Eh bien, elles sont multiples et complémentaires. Comme vous pouvez le dire sur ce document et comme je vous en ai déjà parlé précédemment, on peut vous accompagner dans diverses expertises techniques, qui va d'expertise conseil en passant par la paye sociale et pour finir sur la formation. Ce sont que des exemples. En termes d'organisation, maintenant, nous allons parler de la présentation qui va durer environ 1 heure. Vous aurez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons, alors soit au fil de l'eau, soit à la fin de la conférence, dans la mesure du possible, étant donné que vous êtes beaucoup à cette présentation. En tout état de cause, si nous n'avons pas pu répondre à vos questions, nous y répondrons plus tard. En fin de présentation, vous allez trouver un QR code à scanner avec un questionnaire qui vous permettra de recevoir le support et surtout de nous faire part des sujets que vous souhaitez voir abordés lors de nos prochains événements. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Donc, la première partie du webinaire sera consacrée au défi RH, l'organisation du temps de travail, et sera animée par Aurélie Fiermant-Lavilla, juriste en droit du travail. Et nous aurons une seconde partie qui sera animée par Nelly Roux, manager paye et SRH, et par Camille Chauvin, chargée de projet SRH. Je laisse la main à Aurélie et je vous souhaite une bonne présentation à tous. Merci Valérie. Bonjour à toutes et tous. Donc, nous allons commencer par l'aménagement du temps de travail. Il est possible en effet de mettre en place un mécanisme d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Alors, depuis la loi du 20 août 2008, l'aménagement du temps de travail s'organise dans un cadre légal unique, l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Les accords collectifs conclus en application d'anciennes dispositions
comme par exemple de la modulation ou des cycles de travail demeurent en vigueur. Alors, l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ou annualisation va permettre de déroger au principe de décompte hebdomadaire du temps de travail. Donc, le temps de travail va fluctuer d'une semaine sur l'autre. Il pourra être inférieur ou supérieur à 35 heures, mais il sera en moyenne égal à la durée de travail fixée sur la période de référence qui peut aller jusqu'à 12 mois. Lorsque l'annualisation du temps de travail est calculée sur une période de 12 mois, le nombre d'heures de travail effectif que va réaliser le salarié est de 1607 heures par an. Donc, dans ce décompte-là, hein, on ne va pas comptabiliser les jours fériés, les jours de congés payés qui ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour ce sujet. Le lissage de la rémunération va permettre pour le salarié de percevoir une rémunération identique sans tenir compte des variations de la durée du travail. Donc, c'est une garantie pour le salarié de percevoir la même rémunération minimale tous les mois. En matière d'heures supplémentaires, les heures supplémentaires vont être celles qui seront effectuées à la fin de la période et au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période, après déduction éventuellement des heures supplémentaires qui auraient été réalisées en cours de période, au-delà de la limite haute qui a pu être fixée dans le cadre de la planification. Donc, en synthèse, les périodes de haute activité sont compensées par des périodes de basse activité. Donc, c'est un dispositif qui permet de s'adapter à votre organisation du temps de travail. Alors, un point d'attention, il est très important hein, que le planning prévisionnel soit établi en début de période de référence et qu'il soit transmis au personnel. Il n'en demeure pas moins qu'il pourra évidemment être modifié en cours de période, mais la planification est un préalable essentiel. Donc, cela concerne les salariés à temps complet, mais cela peut également concerner les salariés à temps partiel. Alors, comment mettre en place cette organisation du temps de travail? Alors, hop, excusez-moi. Donc, ça peut être mis en place donc, par accord de branche hein, ou par accord d'entreprise. Alors, un autre dispositif qui permet de déroger au principe de décompte hebdomadaire du temps de travail est l'attribution de jours de repos qu'on va communément appeler jours de RTT. Alors, en quoi ça consiste? Le temps de travail du personnel est supérieur à 35 heures, mais l'attribution de jours de repos va permettre que le temps de travail moyen sur l'année soit de 35 heures. Alors, on va prendre des exemples. Par exemple, un salarié qui va travailler 36 heures par semaine va bénéficier en moyenne de 6 jours de repos ou de RTT, de sorte que son temps de travail moyen sur l'année soit de 35 heures. Lorsqu'on est à 37 heures, le nombre de jours de repos est d'environ 12 jours par an. Alors, on peut imaginer aussi des systèmes où une partie des heures sont monétisées, payées, et une partie des heures sont attribuées ou, on va dire, compensées par des jours de repos. Il faut savoir que la loi de finances rectificative du mois d'août 2022 a créé un dispositif temporaire de rachat des journées ou des demi-journées de repos acquises depuis 2022 et jusqu'à fin 2025. Dans le cas d'un dispositif d'aménagement du temps de travail qui a été organisé sur une période supérieure à la semaine. Et dans ce cas-là, le rachat des jours de repos va intervenir à l'initiative du salarié, mais avec l'accord de l'employeur. Donc, ce qui signifie que dans le cadre de ce dispositif de rachat des jours de repos, ni l'employeur ni le salarié ne peut imposer à l'autre le rachat des jours de repos.
Alors, la loi n'a pas forcément prévu de formalisme à respecter, mais il est important de matérialiser la demande du salarié et l'accord de l'employeur, d'autant plus que la monétisation de ces jours de repos va ouvrir droit à des exonérations sociales et que l'employeur devra en justifier en cas de contrôle URSSAF ou MSA si vous relevez du régime agricole. Donc, la monétisation de ces jours de repos, elle va ouvrir droit donc aux réductions de cotisations salariales et à une exonération d'impôts. Et tout cela donc dans la limite de 7 500 € par an. Et l'employeur bénéficie aussi d'une déduction patronale sur les cotisations patronales liées aux heures supplémentaires et au rachat des jours de RTT. Alors ce dispositif, je le rappelle, est un dispositif temporaire qui ne doit pas être confondu avec le rachat des jours de repos pour les salariés qui sont en forfait jour et qui auraient travaillé au-delà de leur forfait jour sous certaines conditions, qui lui est un dispositif pérenne et que l'on va aborder tout à l'heure. Alors, comment mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine? Alors, comme je vous l'ai déjà dit, manière classique, par application d'un accord de branche, ou bien par accord d'entreprise au sens juridique du terme, c'est-à-dire négocier avec vos délégués syndicaux. Si vous n'avez pas de délégués syndicaux, éventuellement avec votre CSE. Et même si vous n'avez pas de CSE, il existe des possibilités de négocier un accord d'entreprise par référendum avec le personnel sous certaines conditions. Il est néanmoins possible de mettre en place un mécanisme d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par décision unilatérale de l'employeur, donc sans application d'un accord de branche ou sans avoir un accord d'entreprise. Donc dans ce cas-là, la période de référence est plus réduite. Pour une entreprise qui a moins de 50 salariés, l'aménagement pourra se réaliser sur une période de 9 semaines maximum. Et pour une entreprise de plus de 50 salariés, ce sera sur une période de 4 semaines maximum. Donc, il faudra dans ce cas-là consulter vos représentants du personnel, informer l'inspection du temps de travail. Et l'avantage de ce dispositif, c'est que ça n'entraînera pas de modification au contrat de travail de vos salariés. Alors, l'avantage de mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est qu'on a vu qu'il pouvait être mis en place par accord d'entreprise. Et depuis les ordonnances Macron de 2017, vous avez beaucoup plus de latitude et de liberté dans la négociation et vous pouvez négocier un accord d'entreprise qui primera sur l'accord de branche éventuel existant dans votre secteur d'activité, même si l'accord de branche est plus favorable que l'accord d'entreprise. Donc, comme je vous l'ai indiqué aussi, cela ne modifie pas le temps de travail, les contrats de travail de votre personnel. Ça permet d'adapter l'organisation du temps de travail à votre activité. Ça permet aussi d'optimiser la masse salariale puisque les heures supplémentaires ne sont comptabilisées et éventuellement monétisées qu'en fin de période. Les points d'attention, c'est sur la mise en place d'un suivi des temps, à la fois dans la planification initiale et surtout dans le suivi en cours de période de référence et dans le suivi individuel de vos salariés. Et donc, bien toujours avoir en tête à respecter évidemment le formalisme de mise en place de votre mécanisme d'organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Alors, je vais aborder maintenant un tout autre sujet qui est celui d'un décompte du temps de travail qui va être réalisé en jours. Certains salariés peuvent en effet signer une convention de forfait annuel en jours, ce qui permet de s'écarter d'un décompte du temps de travail en heures. Alors, avec quel salarié le forfait jour peut être conclu? Donc, il va concerner les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l'horaire collectif de l'équipe ou du service auquel ils sont intégrés. Ça peut également concerner les salariés non cadres qui disposent aussi d'une autonomie dans leur emploi du temps, qui ont des responsabilités et dont le temps de travail ne peut
être prédéterminée. Alors, il est vrai que dans la pratique, ce dispositif va essentiellement concerner les salariés cadres, mais il peut éventuellement concerner les salariés non cadres. Dans cette modalité d'organisation du temps de travail, il faut une convention individuelle de forfait et le nombre de jours travaillés par an ne doit pas dépasser 218 jours. Donc cela représente en moyenne, cela va dépendre évidemment de votre période de référence et du positionnement des jours fériés, cela représente à peu près entre 9 et 12 jours de repos par an. Donc ce repos, il s'ajoute en fait aux semaines de congés payés. Et donc, dans ces modalités d'organisation, un salarié bénéficie en moyenne de 7 semaines de repos par an. Mais l'intérêt de ce dispositif est que la notion d'heures supplémentaires n'a pas lieu d'être, puisque le temps de travail est décompté en journée ou demi-journée. Les heures supplémentaires ne sont pas applicables et le salarié est concerné par contre, par l'obligation de respecter un repos quotidien entre 2 journées de travail qui est de 11 heures. Donc, à l'extrême, un salarié en forfait jour pourrait travailler jusqu'à 13 heures par jour, si on tient compte du repos de 11 heures, évidemment, sous réserve du caractère raisonnable de la charge de travail. Dans ce cas-là, le salaire est fixé forfaitairement, il n'y a pas de référence à un taux horaire puisqu'il n'y a pas de principe de décompte hebdomadaire du temps de travail. Pour le mettre en place, 2 conditions cumulatives. Donc la première, il est impératif que le forfait jour soit encadré par un accord de branche ou par un accord d'entreprise. Et en complément, il faut que le forfait jour soit prévu au contrat de travail ou par avenant au contrat de travail si le contrat de travail initial ne le prévoyait pas. Donc, on a un socle juridique qui va permettre d'avoir le socle de base pour organiser le fonctionnement du forfait jour et ensuite un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail. Alors, l'accord d'entreprise ou de branche doit comporter plusieurs mentions obligatoires. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes ces obligations, mais il est important que les sujets liés à la charge de travail, le droit à la déconnexion soient encadrés. Et si l'accord d'entreprise ou de branche n'est pas suffisamment complet sur ces sujets-là, l'employeur a la possibilité d'en définir lui-même les règles. Le forfait jour doit évidemment respecter les obligations en matière de suivi de la charge de travail et dès lors que certaines obligations ne sont pas respectées, le forfait jour sur le plan juridique est nul et dans ce cas-là, le salarié en cas de contentieux peut obtenir le paiement d'heures supplémentaires. Et donc, dans ces types de contentieux, les sommes sont souvent élevées lorsque le forfait jour n'est pas valide, puisque cela concerne des salariés avec des niveaux de rémunération souvent élevés. Donc, l'intérêt et l'avantage du forfait jour, évidemment, c'est ce que j'ai exposé, pas de décompte d'heures supplémentaires. Le salarié peut demander un rachat de jours de repos lorsqu'il a travaillé au-delà de 218 jours. Donc, ceci est encadré, il faudra l'accord de l'employeur et des exonérations sociales et fiscales sont aussi applicables. Alors, les points d'attention du forfait jour, donc le suivi du temps de travail par journée ou demi-journée réalisé par le salarié, le respect du repos quotidien, les entretiens annuels obligatoires spécifiques au forfait jour sur l'analyse de la charge de travail. Donc, beaucoup de formalisme à respecter et comme je le disais, les risques de contentieux sont élevés. La Cour de cassation le rappelle régulièrement. On a encore plusieurs arrêts cette année qui insistent sur l'obligation pour l'employeur de s'assurer de la conformité d'un document de contrôle sur le nombre de jours travaillés par le salarié en forfait jour et sur l'obligation de réaliser un entretien à minima ou plusieurs entretiens sur le sujet spécifique de la charge de travail dans le cadre du forfait jour.
Donc voilà, un dispositif qui permet de s'écarter du décompte hebdomadaire du temps de travail. Alors, je vais aborder maintenant un autre sujet. On va parler des temps de repos et des congés des salariés. On va rappeler quelques règles essentielles. Donc, évidemment, les congés payés sont d'ordre public et donc c'est un droit au repos. C'est pas non seulement un droit au repos, c'est aussi une obligation de repos. Donc, la Cour de cassation, elle rappelle régulièrement à l'employeur qu'il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les salariés prennent effectivement leur jour de repos. Et en cas de contentieux, il appartiendra à l'employeur de prouver qu'il a bien adopté et pris toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de prendre leur jour de congé. Alors, un salarié qui a travaillé sur la période complète d'acquisition des congés payés va acquérir 30 jours ouvrables de congés payés ou 25 jours ouvrés de congés payés. Alors, en matière de congés, vous le savez, on distingue la période de référence qui court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, de la période de prise des congés payés qui débute au 1er mai de l'année suivante. Alors, si on prend un exemple, les congés payés 2024-2025, donc qui s'acquièrent du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, pourront être pris à compter du 1er mai 2025. Les congés payés sur la période 2023-2024, qui ont été acquis du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, peuvent être pris, eux, depuis le 1er mai 2024. Alors, la loi autorise néanmoins la possibilité, par accord entre l'employeur et le salarié, que les congés payés soient pris par anticipation et dès acquisition, sans attendre la période légale de prise des congés payés. Alors, il faut aussi savoir que certaines absences sont assimilées à du temps de travail et ouvrent droit aux congés payés. Alors, je ne développerai pas le sujet, puisqu'on pourrait consacrer un webinaire sur cette thématique, mais vous savez que depuis les arrêts de la Cour de cassation de septembre 2023 et une loi du mois d'avril 2024, les absences pour maladie ouvrent droit désormais aux congés payés sous certaines conditions. Alors, la loi, elle distingue deux temps dans la prise des congés payés. Le congé qu'on appelle principal, qui va concerner les 4 semaines sur les 5 semaines acquises par un salarié. Sur ces 4 semaines de congés payés, au moins 2 semaines doivent être prises entre le 1er mai et le 31 octobre. Et il appartient à l'employeur d'informer le salarié sur les périodes de prise des congés payés, et ce, 2 mois avant le début de la période. Alors, la période débutant le 1er mai, l'employeur doit informer le personnel au plus tard le 1er mars des périodes de prise de congé. Et ensuite, l'ordre des départs individuels des salariés, il va être déterminé par l'employeur après avis des représentants du personnel et en retenant des critères que vous devez connaître, la situation de famille des salariés, leur ancienneté, le fait que les salariés puissent avoir plusieurs activités, et le salarié doit être informé au moins 1 mois avant le départ. Donc, une fois que les dates ont été fixées, elles ne peuvent plus être modifiées par l'employeur, sauf circonstances exceptionnelles. Alors, sur le plan du formalisme, les dates de congés payés et le montant de l'indemnité de congés payés doivent figurer donc sur le bulletin de salaire. Et donc là-dessus, vous verrez qu'il existe des possibilités de suivre tous ces sujets de manière digitalisée. Alors, on continue avec les temps de repos et je vais aborder donc le repos compensateur de remplacement. Alors, le repos compensateur de remplacement, en préambule, va concerner les salariés exclusivement embauchés à temps complet.
parce que les salariés à temps partiel qui réalisent des heures complémentaires au-delà de leur horaire contractuel ne sont pas concernés par le repos compensateur de remplacement, puisque les heures complémentaires sont obligatoirement indemnisées. En fait, il faut savoir qu'une heure supplémentaire qui est réalisée n'est pas obligatoirement monétisée, indemnisée via le bulletin de salaire. L'employeur a la possibilité de remplacer le paiement de l'heure supplémentaire et éventuellement sa majoration correspondante par du repos compensateur de remplacement. Alors, dans ce cas-là, si on prend une heure supplémentaire qui est majorée à 25%, elle peut être remplacée par du repos compensateur de remplacement. Et si elle concerne l'heure et la majoration, une heure majorée à 25% ouvrira droit au salarié à 1 heure et 15 minutes de repos compensateur de remplacement. Donc, si l'heure est majorée à 50%, cela ouvrira droit à 1 heure et 30 minutes de repos. Donc, le repos compensateur de remplacement est organisé par accord de branche. Il peut aussi être organisé par accord d'entreprise ou bien par décision unilatérale de l'employeur après avis des représentants du personnel. Alors, l'intérêt du repos compensateur de remplacement est que lorsque le repos compensateur de remplacement remplace l'heure supplémentaire et la majoration correspondante, l'heure supplémentaire n'est pas comptabilisée dans le contingent annuel d'heures supplémentaires, qui lui, lorsqu'il est atteint, ouvre droit aussi à une contrepartie obligatoire en repos. L'employeur doit informer le salarié de son droit à repos compensateur de remplacement par une annexe à son bulletin de salaire. Alors, les avantages, évidemment, c'est pour le salarié de bénéficier donc de plus de temps de repos. Pour l'employeur, les heures ne sont pas comptabilisées donc dans le contingent annuel d'heures supplémentaires. Bon, l'inconvénient peut être dans le suivi de ce temps de repos, puisque donc il faut évidemment que l'employeur ait un décompte et informe le salarié sur le nombre d'heures acquises au titre du repos compensateur et sur la possibilité ensuite d'organiser la prise. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le repos compensateur de remplacement. Alors maintenant, je continue toujours avec le temps de repos et je vais aborder le compte épargne-temps. Alors le compte épargne-temps, c'est un dispositif facultatif qui n'est pas peu connu. Alors en quoi ça consiste, c'est un dispositif qui va permettre aux salariés d'accumuler dans un compte des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de périodes de congés payés non prises ou de sommes qui y sont affectées. Et donc, ça va permettre de financer, de rémunérer des congés sans solde, comme un congé sabbatique, un congé parental total, ou de préparer un départ en retraite en permettant à un salarié de partir dans les faits peut-être plusieurs mois avant le départ effectif en retraite. Donc, on peut schématiser ce dispositif à une cagnotte. Alors, comment ce compte ou cette cagnotte est alimenté? Il peut être alimenté en temps ou en argent par le salarié. Et dans certaines situations, il y a même la possibilité pour l'employeur d'abonder l'alimentation qui a été faite par le salarié. Donc, lorsque le CET est alimenté en temps, on va pouvoir alimenter le CET par les heures supplémentaires, par les jours de repos, par les congés qui ont été acquis dans le cadre d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine. Donc, j'en ai évoqué certains d'entre eux. Également, donc, par les congés payés, éventuellement par la cinquième semaine de congés payés. Et donc, en matière d'alimentation par argent, donc ça peut être donc par heure supplémentaire ou par les primes qui sont versées et qui vont alimenter le CET et même l'épargne salariale. Alors, comment mettre en place le CET? Donc là, encore,
un accord collectif est indispensable. Accord d'entreprise ou bien accord de branche. Donc l'accord, encore une fois, est essentiel. C'est lui qui va fixer les règles pratiques de gestion du compte épargne-temps. Donc l'avantage de ce mécanisme, c'est de permettre donc d'accorder un avantage aux salariés, de fidéliser le personnel, de prendre des congés supplémentaires qui vont permettre de financer un congé qui, lui, normalement, n'est pas rémunéré, donc de préparer un départ en retraite. Les points d'attention sont sur le suivi et la gestion du compte épargne-temps, donc avec une vigilance et sur le suivi et donc aussi la comptabilisation des sommes qui sont abondées dans le CET. Alors, je vais aborder maintenant un nouveau dispositif qui nous concernera peut-être tous demain, qui est le compte épargne-temps universel, donc qu'on va, s'il est concrétisé et mis en place, appelé le CETU. Donc en fait, lorsque la réforme des retraites a été adoptée en avril 2023, l'ancien gouvernement s'était engagé à bâtir un nouveau pacte de la vie au travail, et parmi les projets, le compte épargne-temps universel a été mis en avant. Donc, un accord national interprofessionnel a été négocié au mois d'avril 2024 entre certains syndicats patronaux. Donc, l'accord national interprofessionnel existe. Pour autant, ce dispositif n'est pas encore effectif, puisque pour cela, il faut qu'une loi soit adoptée. Et compte tenu de la situation politique française en 2024, la loi n'a pas encore été adoptée, donc pour permettre la concrétisation du compte épargne-temps universel. Alors, pour résumer le dispositif, si la loi consacre les principes qui ont été négociés dans le cadre de l'accord national interprofessionnel. Donc, c'est un dispositif qui va concerner tout salarié à partir de 16 ans et jusqu'à son départ en retraite, qui pourra se compléter avec un compte épargne-temps qui aurait été mis en place au niveau de l'entreprise. Mais en fait, tout salarié maintenant pourrait bénéficier de ce dispositif. Et donc, c'est un dispositif qui est quand même proche de celui qu'on connaît dans le cadre du compte épargne-temps. Il serait piloté par la Caisse des dépôts et consignations, c'est-à-dire qu'en fait, lorsqu'un salarié voudrait alimenter le compte épargne-temps universel, il devra en informer son employeur qui devra, lui, reverser auprès de la Caisse des dépôts et consignations via le système déclaratif des déclarations sociales nominatives, les sommes qui alimenteront donc ce fameux compte épargne-temps universel et qui sera géré par la Caisse de dépôt et des consignations. Donc, il pourra, comme le compte épargne-temps, être alimenté en temps et en argent. Donc, dispositif à suivre. Alors maintenant, je vais vous parler donc du décompte du temps de travail, puisque là, on a abordé plusieurs dispositifs, mécanismes d'aménagement du temps de travail, mais tous ces mécanismes n'exonèrent pas l'employeur de décompter le temps de travail. Donc, il est important d'organiser un décompte du temps de travail parce que, évidemment, cela permet de limiter les contentieux avec les salariés. Et cela aussi peut vous être demandé par les organismes de contrôle, URSSAF ou MSA, pour justifier, par exemple, des exonérations sociales qui auront été appliquées sur les heures supplémentaires. Alors, le temps de travail effectif, qu'est-ce que c'est? Donc, le temps de travail effectif, d'après le Code du travail, c'est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Donc,
ne sont pas en principe du temps de travail effectif, le temps passé par le salarié entre le domicile et le lieu de travail. Je dis bien en principe parce que dans certaines situations, ces temps-là peuvent être requalifiés en temps de travail effectif. Mais normalement, hein, le temps de trajet n'est pas du temps de travail effectif. Il en est de même pour les temps de pause et de restauration, les temps d'habillage ou de déshabillage et également sur les astreintes, sauf évidemment en cas d'astreinte sur les temps qui vont être réalisés par le salarié si jamais il intervient sur le lieu de travail en cas d'intervention pendant l'astreinte, où là, ça sera du temps de travail effectif. Donc, en cas de litige sur l'existence d'heures supplémentaires, il appartiendra à l'employeur et au salarié d'apporter tous les éléments de preuve sur la réalisation des heures supplémentaires. La charge de la preuve ne repose pas exclusivement sur le salarié ou sur l'employeur. C'est le juge en cas de contentieux qui déterminera l'existence ou pas d'heures supplémentaires en fonction des éléments transmis par le salarié. Et donc là, il est important d'organiser un décompte du temps de travail et vous pouvez avoir dans vos organisations un décompte automatique du temps de travail via un système de pointage ou de badges qui est quand même déterminant pour pouvoir, en cas de contentieux, prouver l'existence ou pas d'heures supplémentaires. Et lorsque le décompte des heures est effectué par chaque salarié sur un système d'enregistrement automatique, évidemment, il doit être fiable et infalsifiable. Alors, quelques rappels sur le décompte du temps de travail. La durée légale, elle est fixée à 35 heures, donc du lundi au dimanche. Donc, la durée annuelle de travail, lorsqu'elle est à 35 heures, est annualisée en moyenne, je vous l'ai dit, elle est de 1607 heures. La durée maximale quotidienne d'un salarié est de 10 heures. Donc là, on est hors cas d'un salarié dont le temps de travail serait décompté en jours. La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures, avec une autre contrainte ou obligation. Donc, c'est le fait que la durée maximale, elle est de 44 heures sur 12 semaines consécutives. Donc là, il s'agit évidemment d'un rappel de dispositions légales. Il y a beaucoup de secteurs d'activité où il peut être dérogé à ces durées maximales. Alors, pour rappel, les heures supplémentaires sont majorées à 25% pour les 8 premières réalisées. Au-delà, les heures supplémentaires sont majorées à 50%. Rappel aussi pour les salariés qui sont employés à temps partiel et qui réalisent des heures complémentaires. Donc, il faut toujours avoir en tête que le volume d'heures complémentaires est plafonné et que la majoration des heures complémentaires, elle est de 10% pour les heures complémentaires réalisées dans la limite de 10% de l'horaire contractuel. Et si un accord autorise d'aller sur un volume d'heures complémentaires plus important, les heures seront majorées à 25%. Donc, on peut aussi avoir des aménagements, comme pour les heures supplémentaires, par accord d'entreprise ou par accord de branche. Un point de vigilance, c'est pour les salariés à temps partiel. La durée de travail d'un salarié à temps partiel ne peut pas être portée à hauteur de la durée légale du travail. Donc, j'insiste bien sur cette obligation puisqu'elle n'est pas toujours connue et respectée. Et lorsque elle n'est pas respectée, le risque est la requalification pour le salarié à temps partiel de son contrat en contrat à temps complet en cas de contentieux. Alors, l'intérêt d'avoir un dispositif de suivi du temps de travail est évidemment de limiter les risques de contentieux, de pouvoir aussi sanctionner les salariés qui ne respecteraient pas les durées de travail exigées. Alors, les points d'attention, ça peut être un suivi administratif qui peut être chronophage et lourd à mettre en place et à suivre pour les services RH. C'est parfois
pas très bien perçu par les salariés. Et donc là, les outils SIRH, ben justement, ils permettent en fait de suivre de manière digitalisée le temps de travail et aussi beaucoup d'autres thèmes comme les frais professionnels que les salariés peuvent exposer pendant leur temps de travail. Donc, ça, vous pouvez avoir vraiment un intérêt pour mettre en place ces outils. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à Nelly et Camille qui vont justement vous exposer l'intérêt de mettre en place un outil SIRH. Merci Aurélie. Alors effectivement, on va passer sur la deuxième partie de ce webinaire qui est l'utilité effectivement de mettre en place un outil RH pour suivre l'organisation du temps de travail. Mais avant de plonger dans les avantages des solutions RH, juste quelques chiffres qui concernent les services RH. Donc, on a un premier chiffre assez marquant qui est effectivement, alors Aurélie, si tu peux, voilà, merci, qui est effectivement que presque 80% du temps des gestionnaires RH ou des gestionnaires administratifs sont perdus à gérer des tâches administratives qui sont répétitives, sans forcément trop de valeur ajoutée. Ces tâches pourraient être automatisées et effectivement, les gestionnaires RH pourraient investir ce temps perdu, notamment dans le développement de l'entreprise, des compétences des collaborateurs qui composent cette société. Un deuxième chiffre assez marquant qui révèle qu'effectivement, seulement aujourd'hui, 30% des sociétés estiment avoir un bon niveau de maturité en matière de transformation numérique et de digitalisation des process. Donc, c'est très peu. Donc, effectivement, on voit aujourd'hui que la digitalisation, c'est un défi pour les entreprises et que aujourd'hui, elles n'ont pas toute cette maturité. Un autre chiffre assez marquant qui est qu'effectivement, le personnel RH, donc là, presque 64%, et c'est beaucoup, du personnel RH interrogé se trouve en état de détresse psychologique et presque autant sont victimes de burn-out, liées justement à cette surcharge de travail qui pourrait être allégée par notamment les mises en place d'outils spécifiques, d'outils spécialisés pour les aider au quotidien. Un dernier chiffre, là, cette fois, plus finance, c'est le budget alloué par un tiers des entreprises françaises qui est aujourd'hui de 100 000 à 250 000 euros. Donc, c'est un budget conséquent qui est alloué par les entreprises françaises dans la gestion des ressources humaines. Et ce budget, effectivement, n'est pas forcément alloué au bon endroit, à bon escient, d'où l'intérêt, effectivement, de mettre en place des outils pour effectivement limiter ces budgets ou du moins les allouer de manière efficace. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce qu'un outil SIRH. Aujourd'hui, effectivement, on entend beaucoup parler de digitalisation RH, de SIRH. Donc, qu'est-ce que vraiment un SIRH? Donc, un SIRH, la terminologie, c'est effectivement système d'information des ressources humaines. C'est un outil numérique et surtout stratégique pour la gestion RH des sociétés. On est dans un contexte aujourd'hui où on a de plus en plus de transformation numérique, de flexibilité du travail, notamment depuis l'épisode du Covid, où on a beaucoup plus de télétravail, d'horaires flexibles. Du coup, le SIRH intervient ici pour gérer ce type de nouveautés, on va dire, dans la gestion du travail. Les SIRH regroupent un ensemble de logiciels, de technologies, et peuvent aller de la gestion simple administrative du temps de travail de vos collaborateurs à la GTA. Ce qu'on appelle la GTA, c'est la gestion des temps et des activités, jusqu'à la gestion des talents de vos collaborateurs. L'objectif de mettre en place un SIRH, on en a plusieurs pour une société. C'est effectivement tout d'abord une automatisation, une optimisation des processus RH pour gagner en temps et en efficacité et de ce fait améliorer la productivité de vos gestionnaires RH. Une centralisation, une sécurisation des données et surtout de leur transmission. Et avant tout, très important,
qui permet une conformité légale et réglementaire et vous permettent notamment sur la gestion du temps de travail des collaborateurs d'avoir des preuves à montrer, notamment en cas de contrôle URSSAF, en cas de contrôle de l'inspection du travail ou en cas de contrôle de la MSA. Donc Aurélie, tout à l'heure, effectivement, vous a abordé toute la partie réglementaire sur la gestion du temps de travail, les obligations des employeurs et le formalisme attendu par les employeurs. Aujourd'hui, ça peut être très chronophage pour des sociétés. Et donc, les SIRH ont plusieurs fonctionnalités. Donc là, on va se focaliser sur la gestion du temps de travail des collaborateurs. Et plusieurs fonctionnalités sont disponibles dans des solutions RH pour permettre de faciliter cette organisation-là. Donc, on a notamment, donc Aurélie nous en a parlé tout à l'heure, le pointage des entrées et des sorties des collaborateurs. Donc, un pointage, qu'est-ce que c'est? C'est juste un enregistrement des heures de manière automatisée de vos collaborateurs via des systèmes numériques. Donc, en fait, le collaborateur, il a plusieurs possibilités pour badger. On a des possibilités de QR code où le collaborateur vient scanner un QR code qui lui permet d'effectuer son pointage, tout simplement. On peut avoir une tablette mise à disposition au sein de la société où le collaborateur va venir sur la tablette tous les matins et tous les soirs enregistrer son heure d'arrivée, son heure de départ. Ou bien encore des systèmes sur smartphone. On a encore des systèmes de badgeage physique avec des sociétés spécialisées dans ce système-là. Les pointages peuvent aussi permettre de prendre en considération les temps de pause, les heures supplémentaires et les absences et les retards de vos collaborateurs. Donc, effectivement, ces systèmes de pointage peuvent être mal vus, mal perçus de vos salariés. Ils vont effectivement prendre plus cet aspect-là comme un flicage des heures de travail des collaborateurs. Mais il faut plutôt y voir un avantage pour eux, c'est qu'effectivement, ils vont avoir une traçabilité, un suivi de leur temps de travail et ils vont être en règle avec la législation et vont pouvoir permettre de suivre en fait notamment leurs heures supplémentaires. L'avantage pour les sociétés, c'est effectivement l'automatisation du calcul du temps de travail des collaborateurs et donc une réduction des erreurs, et notamment sur tout ce qui est calcul d'heures supplémentaires. Ça permet aussi d'avoir une conformité légale en matière de dépassement du temps de travail. Donc ça, c'était effectivement la première fonctionnalité dans la gestion du temps de travail. Nous en avons une autre qui est, Aurélie, qui est effectivement la gestion des horaires. Donc, on a dans des sociétés effectivement des horaires flexibles ou une planification qui est nécessaire pour les personnels de chantier, pour des personnels de terrain. Donc, les outils SIRH permettent de créer, de gérer des plannings personnalisés pour chaque employé ou chaque équipe et permettent effectivement le suivi des plannings rotatifs. Ils vont permettre aussi d'avoir un suivi des horaires flexibles de certains collaborateurs, de suivre le temps de travail, de suivre le télétravail, pardon. S'il y a des chartes de télétravail mis en place au sein des structures, on va pouvoir effectivement adapter les outils SIRH pour suivre ce télétravail ou même suivre des cycles de travail particuliers. Donc notamment les temps partiels avec vérification du dépassement des heures des temps partiels, etc. Les outils RH peuvent également aider la gestion des modes de répartition de travail différents, comme ce qu'on a vu effectivement tout à l'heure sur la modulation, l'annualisation du temps de travail et va permettre de suivre des cycles de travail. L'avantage pour les salariés, c'est qu'effectivement, les systèmes RH ont des applications mobiles. Donc, les collaborateurs, ils n'ont pas besoin forcément d'avoir un ordinateur à disposition. Sur leur téléphone mobile, ils n'auront pas de perte d'informations puisqu'ils auront leur planning disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il va pouvoir permettre effectivement aux salariés d'avoir la visu de leur planning, mais également du planning de leur équipe, si on leur donne les droits, ou même de la société entière
si, pareil, si on leur donne leurs droits. L'avantage pour les entreprises, c'est effectivement l'optimisation de la planification. On évite effectivement de faire des plannings sur Excel avec les risques d'erreur des formules Excel. Ça nous amène à avoir une vue d'ensemble sur les horaires, les disponibilités des employés et de ce fait va permettre d'ajuster les plannings en cas d'absence imprévue d'un collaborateur ou au contraire des pics d'activité saisonnières sur une activité. Une autre manière effectivement de gérer les temps par nos outils SIRH, c'est le suivi des heures supplémentaires. Donc, par le biais de calcul du temps de travail, la solution RH va permettre un calcul automatique des heures supplémentaires, des heures complémentaires en cas de travail à temps partiel et surtout de la gestion des compensations. Bien sûr, en toute conformité légale, donc avec les majorations légales, mais également des majorations un peu spécifiques liées à des activités ou liées à des accords d'entreprise. Cette partie-là, elle est très utile pour les sociétés. Pourquoi? Parce que ça va permettre également d'avoir un suivi des heures supplémentaires, soit en paiement sur le bulletin de salaire, soit en compensation en temps, et donc d'avoir des compteurs spécifiques sur un outil RH. Et le collaborateur, le salarié, grâce toujours à son application mobile, va pouvoir suivre en temps réel l'évolution de ces heures supplémentaires. Sur certains outils, il va pouvoir même en demander le paiement directement sur son téléphone mobile avec approbation de son manager. Les avantages pour l'entreprise, c'est effectivement de surveiller les charges de travail des collaborateurs et de pouvoir effectivement intervenir en cas de dépassement d'heures supplémentaires d'un collaborateur et d'éviter effectivement les risques de burn-out, de surcharge de ses salariés. On a ensuite, alors l'outil qui est le plus répandu aujourd'hui sur les solutions RH, c'est la digitalisation des absences et des congés payés. Donc, en plus de la planification, la digitalisation des congés payés et des absences, qu'est-ce que c'est? C'est votre collaborateur, au lieu effectivement d'aller voir son manager pour aller lui demander un jour de congé, ou d'aller poser une petite fiche sur son bureau, ou d'aller faire un mail pour lui demander une absence, il va directement, depuis son application, demander une absence en congé payé. Le manager, il l'aura sur son application en approbation et il pourra gérer les flux d'approbation, de refus de ces jours de congé-là directement sur mobile. Le salarié va pouvoir également positionner ses absences maladie et indiquer notamment son justificatif. À savoir qu'un salarié, il sort du médecin, il va pouvoir directement prendre en photo son arrêt de travail et l'envoyer directement à son manager pour prise en compte. Donc on aura sur l'application tous les justificatifs d'absence en temps réel. On va pouvoir avoir le suivi des soldes de congés, l'historique bien sûr des absences et on n'a pas forcément que le compteur de congés payés. On peut avoir le suivi des soldes de repos compensateurs, de RTT, de repos forfait jour et bien plus de compteurs encore. Donc tout ça peut être disponible directement sur les outils RH. Encore une fois, l'avantage pour le salarié, c'est qu'il est autonome déjà dans la gestion de ses absences. Il n'a plus à courir derrière son manager pour lui demander un congé. Il peut le faire quand il le souhaite directement sur son mobile. Il suit ses demandes et bien évidemment, il a un suivi de son compteur. Donc, il est autonome. On sait très bien qu'effectivement, les salariés ont du mal à lire leur compteur de congés payés sur leur bulletin de salaire. Là, ils l'auront en direct sur leur application mobile. Et les avantages, l'avantage principal pour l'entreprise, c'est un suivi en temps réel, effectivement, des demandes d'absence. Et tout ça, bien évidemment, dans un environnement numérique sécurisé.
Et enfin, une dernière fonctionnalité, toujours dans la gestion du temps de travail, qui peut être très intéressante. Alors là, pour les décisionnaires RH ou les dirigeants, c'est plus d'avoir des tableaux de bord, des reportings. Euh, un SIRH va permettre de suivre en temps réel, forcément, puisqu'on a le suivi du temps sur ce même outil, d'avoir des indicateurs clés liés à l'organisation du temps de travail dans la société et notamment tout ce qui est taux d'absentéisme, taux de présence, le taux des heures supplémentaires, le montant des heures supplémentaires. Et ça, on peut l'avoir effectivement par équipe ou par collaborateur. Et donc, ça peut permettre aux dirigeants d'adapter la gestion du temps de travail des collaborateurs en ayant en toute connaissance de cause les besoins opérationnels de ces équipes. Donc là, on a vu effectivement les fonctionnalités globales de la gestion du temps de travail via des outils, des solutions numériques RH. Aurélie vous l'a dit un petit peu tout à l'heure, les solutions RH ont effectivement vocation à vous aider sur la gestion des temps et des activités, mais pas seulement. Ça peut être des outils vraiment plus larges avec d'autres fonctionnalités clés qui sont alors notamment la gestion administrative de votre personnel. Un outil RH va vous permettre de gérer toute la partie administrative de vos salariés, à savoir d'avoir une centralisation et une numérisation de toutes les données personnelles de vos collaborateurs, de pouvoir rédiger des contrats de travail, des avenants directement sur les plateformes RH. Ensuite, on a la partie recrutement et intégration. Certaines solutions RH aujourd'hui permettent d'avoir une partie recrutement, c'est-à-dire une partie qui va vous permettre de rédiger vos offres d'emploi, de les publier en interne, donc à l'ensemble de vos collaborateurs ou à l'externe via des interfaces sur les job boards, et ensuite d'avoir des flux d'intégration. Des flux d'intégration directement des collaborateurs, des CV des job boards sur votre plateforme RH, mais également de suivre après l'onboarding, ce qu'on appelle l'onboarding du collaborateur, c'est son intégration dans votre société directement depuis son application mobile. On a la partie ensuite formation et développement. Les outils RH permettent aujourd'hui de suivre vos plans de formation, de paramétrer vos plans de formation directement dans l'outil, de proposer à vos collaborateurs effectivement d'effectuer des demandes de formation, de leur proposer des formations et ensuite de les suivre et de pouvoir suivre les compétences des collaborateurs nouvellement acquis via ces formations. On a la partie en lien également avec la gestion des talents. Donc la gestion des talents, c'est tout ce qui va être les entretiens, donc entretien professionnel, entretien annuel, entretien de forfait jour. On peut créer une multitude d'entretiens, de sondages entreprises, notamment. L'accès collaborateur, évidemment, sur leur application mobile de façon très simplifiée pour des salariés qui n'ont pas forcément l'habitude avec l'informatique. Et on a la partie finance plutôt qui va permettre de gérer tout ce qui est notes de frais des collaborateurs. Là, on est effectivement sur des fonctionnalités clés d'un outil SIRH. Aujourd'hui, au sein des sociétés, la mise en place d'un outil RH, c'est vraiment quelque chose d'important, qui prend du temps. C'est un projet structurant pour les sociétés qui va permettre effectivement d'améliorer, donc comme on l'a dit tout à l'heure, toute l'efficacité, la productivité de tous vos services RH. Pour qu'un déploiement soit réussi, il y a des étapes clés à respecter. Il faut déjà, d'une part, qu'il y ait une bonne conduite, une bonne gestion du changement, que tous vos collaborateurs, que ce soit les personnels RH, le manager, les salariés directement, que tout le monde soit impliqué dans l'adoption, on va dire, de ce SIRH. Et ça, c'est vraiment fondamental pour que la mise en place d'un outil RH soit réussie. Donc aujourd'hui, on a 8 étapes importantes à respecter dans le déploiement d'un outil RH. On a la première partie qui est essentielle, qui est l'analyse des besoins de la société.
toutes les sociétés n'ont pas forcément les mêmes besoins en matière RH. Et donc là, c'est très important de définir des objectifs précis, d'établir un cahier des charges sur les besoins de la société en termes de RH et sur notamment les objectifs et les priorités, on va dire, de mise en place de fonctionnalités. Une fois que cette grande partie est finalisée, on a le choix du SIRH. Camille va vous présenter tout à l'heure. Toutes les solutions n'ont pas les mêmes fonctionnalités et ne sont pas dédiées à toutes les sociétés. Donc, on a une partie choix du SIRH qui est cruciale. Et ensuite, une fois que ces deux premières parties ont été réalisées, on a tout ce qui est planification, gestion du projet, en déterminant notamment les personnes qui vont être impliquées dans le projet, qui vont paramétrer le projet. Et ensuite, on a la configuration du SIRH, la personnalisation avec vos modalités à vous, notamment des accords d'entreprise, des règles spécifiques de gestion personnalisées. Ensuite, on reprend les données des collaborateurs, puisque lorsqu'on met en place un outil RH, on a déjà des collaborateurs présents dans la société. Donc, on reprend toutes les données, les informations des collaborateurs. On a la partie formation, donc la partie formation qui est très importante également. Donc, on aura la partie formation service RH, formation manager et formation utilisateurs finaux. On peut ensuite faire un déploiement progressif, notamment par fonctionnalité, pour que les salariés puissent s'imprégner de l'outil et voient l'utilité au fil de l'eau de l'utilisation. Et ensuite, une chose très importante quand on met en place un outil RH, c'est d'avoir derrière un support et une maintenance qui est efficace et réactive. Donc, à savoir que vous avez besoin, lorsque vous mettez en place un outil RH, d'avoir derrière du personnel qui est présent, qui est disponible pour répondre à vos questions, notamment en termes de support et de maintenance. Donc, effectivement, pour un déploiement réussi, voilà, vous avez toutes les étapes clés pour mettre en place un outil RH. Maintenant, je vais laisser la parole à Camille qui va nous présenter un petit peu les solutions aujourd'hui qui existent et les partenariats de PKF sur des solutions RH. Bonjour à tous, merci Nelly et merci Aurélie pour les deux petites présentations qui étaient hyper intéressantes. Moi, je vais plus rentrer dans le vif du sujet des logiciels SIRH donc, qui existent à la fois sur le marché et les solutions SIRH que nous avons décidé de développer et de mettre en place à travers plusieurs partenariats chez PKF. Sur le marché, comme Nelly a dit, un SIRH ne va pas répondre forcément à tous les besoins. Et on va avoir des SIRH qui seront plus spécialisés, soit dans un secteur d'activité, soit pour répondre à un besoin lié justement à la notion de gestion des temps et des activités. Et on peut également avoir des SIRH un petit peu plus complets qui répondent à l'ensemble des besoins présents sur une société. Et pour cela, donc, je vais vous présenter juste après les SIRH que nous avons sélectionnés chez PKF. Donc ils sont de deux ordres. On va retrouver une partie SIRH complet. Donc là, ce sont toutes les solutions qui pourraient répondre finalement à l'ensemble des besoins d'une société, puisqu'on va avoir de la gestion classique du personnel, de la gestion des temps, de la gestion des entretiens, de la performance, des formations, voire même parfois de la gestion de projet. Et à côté, on va retrouver des SIRH appelés composites. En fait, ce sont des SIRH qui sont tous reliés et connectés à la paye. Donc, on a fait le choix de partir avec Sila et Paye pour cette partie-là. Et donc, Sila et Paye a développé ses propres SIRH qui sont MySila, Sila Expense, Sila et BI. Et tous ces logiciels-là sont tous connectés les uns avec les autres grâce à Sila et Paye. Alors que pour un SIRH complet, ils sont bien entendu connectés avec la paye pour envoyer les variables de paie, mais les bases de données sont totalement différentes. Concernant les SIRH complets, donc, qui répondent à plusieurs besoins au sein de la société, nous avons donc, après plusieurs recherches, sélectionné donc, le partenariat avec Factorial. Et donc Factorial, c'est un SIRH qui permet de répondre à beaucoup de besoins.
On a notamment toute la partie centrale du SIRH, donc qui est liée à la gestion du personnel avec un coffre-fort numérique, des signatures électroniques, la gestion des contrats de travail, la partie onboarding, donc lorsqu'un collaborateur arrive, qu'il puisse renseigner lui-même sur un accès sécurisé ses données personnelles, vous envoyer des documents clés. À côté de cette base, on va dire, sur le logiciel, donc on a 3 grandes catégories, donc 3 gros types de modules finalement qui permettent de répondre à plusieurs besoins. Nous avons toute la partie gestion des temps, donc qui permettent de répondre, comme Nelly et Aurélie l'ont indiqué, à tout ce qui est gestion des absences et des congés. Donc on automatise la gestion des absences et des congés avec 1 ou 2 valideurs des différents motifs de congés parfois. On peut avoir accès à l'ensemble des compteurs, donc de congés payés, de repos compensateurs, de RTT, de repos forfait jour, ou tout type de compteur finalement que vous auriez chez vous. Nous avons également la partie donc suivi du temps, avec l'accès à une pointeuse qui vous permet de pointer soit de manière digitale via une application ou via le logiciel, soit via une tablette avec un petit QR code à prendre en photo. Et sur la partie suivi du temps, nous avons également toute la partie compensation des heures supplémentaires et annualisation. Il permet également de répondre à un autre besoin qui est souvent présent au sein des entreprises avec une activité plus industrielle sur tout ce qui est gestion des plannings. Et donc là, on peut avoir des plannings plutôt classiques, donc du 7h à 19h, du planning tournant, avec notamment cette histoire de 3-8 et de 2-8, où les plannings sont définis semaine par semaine, et chacun va avoir un roulement au niveau des horaires de travail. Et donc ça, on peut le définir sur l'année assez simplement, comme ça c'est un énorme gain de temps pour les gestionnaires RH. On peut également avoir des alertes de conflit sur ce logiciel-là, puisque si une absence est posée durant le congé, vous êtes alerté pour pouvoir placer un autre collaborateur sur le planning pour respecter le fonctionnement de l'entreprise. Et vous avez également un accès très facile à la visibilité sur les heures supplémentaires, les temps de pause qui sont rémunérés, non rémunérés. Et le dernier module lié au suivi du temps, c'est tout ce qui est gestion de projet. On peut venir faire de la gestion de projet sur le logiciel avec un projet principal, des sous-projets, des missions, des objectifs. Et on peut également venir pointer le temps sur un projet. Donc si nous avons un projet à réaliser avec un client, on peut facilement savoir combien de temps nos collaborateurs ont passé dessus et donc combien finalement le projet nous aura coûté en interne. Nous avons également donc, toute la brique liée au talent. Donc là, on est sur d'autres besoins légaux et RH à la fois, donc qui ne sont pas présentés par Aurélie sur ce webinaire-ci, mais peut-être par la suite dans un prochain. Et donc ici, nous avons plusieurs éléments. Nous avons la notion d'engagement, qui est assez récente finalement au sein des SIRH, c'est savoir comment votre collaborateur se sent au sein de l'entreprise, avec une échelle de notation assez détaillée, avec des sondages. Hop, je veux bien qu'on revienne juste sur la précédente. Nous avons toute une notion liée à la performance avec les évaluations, avec des objectifs, des statistiques. Donc là, c'est vraiment tout ce qui est entretien professionnel, annuel, forfait jour et tout type d'entretien que vous avez au sein de la société, avec une gestion par campagne d'entretien qui peuvent se lancer soit de manière individuelle, soit de manière collective. Un logiciel de recrutement donc qui envoie l'ensemble de vos annonces sur un job board avec une possibilité que les managers intègrent également ce processus de recrutement puisque finalement ce sont eux qui vont travailler au quotidien avec une personne et qu'ils savent exactement le type de compétences dont ils ont besoin. Un logiciel axé sur la partie formation. Et la dernière rubrique est la partie finance, donc tout ce qui est lié aux notes de frais avec la prise d'une photo avec un justificatif. La note de frais se renseigne automatiquement et les notes de frais sont gardées à valeur probante, donc il n'y a plus l'obligation de garder le justificatif papier. La gestion des achats, la gestion des logiciels et tout ce qui est compte créditeur avec une belle partie d'analytique également. Ensuite, donc, nous avons le logiciel donc, Silae RH Suite, donc, qui fait partie de l'offre Silae Pay. Aurélie, je veux bien passer à la suivante, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et donc, sur Silae RH Suite, là, on va être sur un logiciel qui est totalement complet sur la partie gestion des temps et des activités, mais qui ne va pas forcément répondre à toute la partie entretien. C'est pour ça que vraiment, en fonction de votre besoin, on va pouvoir vraiment vous accompagner pour trouver celui qui correspond le plus, même à vos processus et à ce que vous souhaitez voir et ce que vous souhaitez que les collaborateurs utilisent en interne. Donc là, sur Silae RH Suite, on est sur 3
principaux modules. La gestion administrative du personnel qui est complète, puisque là aussi le collaborateur peut renseigner ses informations personnelles via un accès restreint au moment de l'onboarding. Il peut également digitaliser l'ensemble des documents, donc pièces d'identité, attestation de droit auprès de la CPAM, enfin vraiment tout ce qui est ce type de document-là, et l'entreprise peut également mettre à disposition du collaborateur son contrat, ses avenants et autres. On peut générer un contrat de travail personnalisé en moins de 3 minutes, puisque vos modèles seront déjà pré-renseignés et il agit comme un publipostage avec les informations renseignées par le salarié. Donc, il n'y a pas de risque d'erreur, puisque le salarié est maître finalement de ce qu'il aura renseigné. Vous pouvez toujours revenir derrière, bien entendu. On a la signature électronique, l'envoi de la DPAE et des formalités d'affiliation réalisées en automatique auprès d'autres organismes. Et nous retrouvons également le registre du personnel disponible en ligne. Donc, en cas de contrôle, vous pouvez fournir celui-là sans aucun souci. On a la gestion des temps et des activités avec des plannings connectés. Donc, le même principe que sur le logiciel précédent, vous pouvez avoir des plannings plus fixes, des plannings un petit peu plus tournants. On a également la gestion des temps des activités adaptables au planning des salariés, donc avec tous les principes de la gestion des temps expliqués par Aurélie en première partie de webinaire. Et enfin, nous avons également la gestion des variables que je n'ai pas abordée dans le précédent, mais qui est également présente, avec le calcul automatique des heures supplémentaires et des heures de dimanche et de jours fériés. Nous avons une interface avec Sila et Paye sur Sila RH Suite et avec beaucoup d'autres logiciels SIRH et de paye sur l'autre logiciel. Et nous avons un flux instantané, donc des absences et des congés sur Sila et Paye, c'est-à-dire que si votre collaborateur est en absence maladie, nous n'avons pas à attendre la fin du mois que l'ensemble des données remontent. Nous avons à avoir l'information en direct dans Sila et Paye pour pouvoir faire l'ensemble des attestations. Mais à côté de ça, donc comme je vous avais expliqué, nous avions des logiciels SIRH complets qui répondent à l'ensemble des besoins de la société, mais certaines entreprises préfèrent avoir plusieurs petits logiciels qui répondent à des fonctionnalités clés pour éviter que les collaborateurs se sentent un petit peu trop envahis finalement par l'ensemble de ces modules et qu'ils ne s'y retrouvent plus. Donc là, c'est vraiment en fonction de la société. Et donc sur MySilay, l'avantage, c'est que nous sommes sur la même base de données que Sila et Paye. Donc ce qui est fait d'un côté, donc en paye ou sur ce logiciel-là, sera automatiquement inscrit dans l'autre. Donc nous avons un module lié aux congés et aux absences. Donc nous retrouvons directement les compteurs présents sur les bulletins de paie et le collaborateur peut venir poser ses absences, sachant qu'il peut poser ses absences selon une liste qui a été définie. Donc si vous ne souhaitez pas, par exemple, qu'il puisse poser de congés sans solde, nous pouvons bloquer cet accès. Nous avons également le module de saisie des variables. Tout ce qui est lié à la transmission et à la récupération des bulletins de paie, autant les bulletins brouillons pour validation avant envoi des définitifs, que la récupération de ce fait des bulletins définitifs que nous pouvons donc transmettre aux collaborateurs. Il ne fait pas office de coffre-fort, mais vous pouvez quand même déposer les bulletins pour le collaborateur. Juste une fois qu'il sort de la société, il n'y aura plus accès. C'est la seule petite particularité. Et ensuite, nous avons le module entretien qui répond à l'ensemble des besoins légaux en termes d'entretien annuel, professionnel, forfait jour, à 6 ans, voire même tout ce qui est retour d'absence de longue durée. Et vous pouvez également en créer d'autres. Donc ensuite, avec MySilay, donc on a également un logiciel de gestion des notes de frais, donc qui est Sila Expense. Et ce logiciel-ci vous permet, donc, comme pour Factorial finalement, donc le premier que je vous ai présenté, de prendre en photo votre justificatif de frais, donc un ticket de caisse, voire une facture, ça fonctionne également. On prend l'application que l'on télécharge sur le téléphone, on réalise une photo de notre ticket de caisse, il renseigne automatiquement l'ensemble des champs, donc par exemple le nom d'un restaurateur, la TVA, le total. On peut ajouter des invités supplémentaires si vous avez déjeuné avec un client ou avec une personne en interne. Et donc, les tickets sont gardés directement dans l'application à valeur probante. Cette histoire de photo qui renseigne l'ensemble des données, c'est réalisé grâce à la technologie OCR, donc reconnaissance des caractères optiques. L'application, qui est vraiment très bien réalisée, est disponible sur iOS et sur Android. Ça permet un remboursement très rapide des notes de frais, puisque la personne réalise sa note de frais, la personne qui va la valider reçoit une notification sur son téléphone ou par mail en fonction de ce qu'elle a paramétré pour venir valider sa note de frais. Une fois que c'est validé, ça peut partir en comptabilité et elle peut également partir directement en bulletin de paie, soit pour un remboursement sur le bulletin de paie, soit pour information, puisque les notes de frais doivent être déclarées en DSN au minima une fois par an.
Et donc, ce processus-là de logiciel vient finalement supprimer le côté chronophage de la gestion des notes de frais. Ensuite, nous avons le logiciel Siley BI. Donc, Siley BI permet de répondre à beaucoup d'obligations légales qui sont parfois assez complexes à mettre en place. Je pense notamment au bilan social et à la BDESE, puisque le besoin finalement de base est assez complexe, puisqu'il faut beaucoup d'indicateurs, il faut aller les chercher parfois à des endroits assez divers et variés. Donc là, l'avantage, c'est qu'il permet de reprendre l'ensemble des éléments présents en paye et dans la DSN et de vous laisser la main pour compléter les informations liées à la BDESE que nous n'aurions pas. Il permet également de réaliser l'index d'égalité homme-femme uniquement en quelques clics. Et donc, vous avez accès à l'ensemble des informations et après, vous pouvez directement venir les publier. On est sur une solution SaaS. Alors, je ne l'ai pas précisé pour les autres. SaaS, ça veut simplement dire que vous y accédez en vous connectant via un navigateur Internet, Google, Microsoft, peu importe. Donc, peu importe l'endroit où vous êtes, vous n'avez pas besoin de télécharger le logiciel sur votre ordinateur et vous pouvez vraiment gérer tout de partout. Et donc, pour ce logiciel-ci, on est sur un déploiement très simple avec un démarrage immédiat. On peut piloter l'ensemble des indicateurs sociaux et liés à la masse salariale. On peut venir personnaliser des indicateurs, donc vous avez la main pour les créer puisqu'on vous forme et on vous accompagne là-dessus. On vient partager l'information en toute sécurité, notamment aux membres du CSE pour les informations dont ils ont besoin d'avoir connaissance. Et nous sommes sur des données totalement fiables puisqu'elles sortent des bulletins de paie et de la DSN. Donc il n'y a pas de risque d'erreur de ressaisie, tout vient directement et s'intègre automatiquement dans le logiciel. Et nous avons une partie, donc BI Studio, là c'est plus, on va dire, pour des dirigeants ou des responsables RH ou des personnes travaillant dans les services des ressources humaines qui ont besoin de tableaux de bord interactifs, préconçus, donc ça leur évite de devoir en créer de nouveaux. On peut créer aussi des rapports personnalisés, et donc comme je le disais, on retrouve l'index égalité homme-femme, et nous pouvons venir exporter, modifier ou importer les données au format Excel. Donc si vous n'êtes pas sur Siley Paye au niveau de la paye, il n'y a pas de problème, on peut venir importer les DSN et les données de la paye d'autres logiciels. Et pour votre entreprise, finalement, quelle est la valeur ajoutée d'avoir un SIRH? Ça correspond à plusieurs rubriques finalement. On peut avoir tout ce qui est l'optimisation des processus RH, puisque vous ne perdez beaucoup moins de temps finalement à gérer tout ça. Donc vous avez finalement du temps à accorder à des activités avec une plus forte valeur ajoutée et vous avez surtout plus de visibilité sur votre pilotage RH. Nous avons une conformité légale qui est assurée, puisque nous respectons l'ensemble des cadres légaux qui sont imposés en fonction de votre taille d'entreprise. Et nous avons à la fois une sécurisation de la fonction RH et des informations, puisqu'il ne peut pas y avoir de perte de données, puisque les logiciels sont accessibles tout le temps et en ligne, avec des sauvegardes qui sont faites à chaque fois, soit en temps réel, soit sur une périodicité bien définie. Avec, bien entendu, un respect total de toute la partie RGPD, et nous pouvons sans aucun souci vous communiquer des documents concernant les différents logiciels sur lesquels vous pourriez être intéressé. Et donc PKF est et peut être l'interlocuteur privilégié pour un accompagnement dans le processus du choix du SIRH, puisque nous vous aidons à le choisir, à le mettre en place, à avoir une équipe qui permet également de le tester, et jusqu'à la formation et à la mise en place et à l'utilisation au quotidien. Donc c'est un réel gain de temps puisqu'on vous accompagne dans tous ces processus. Merci Camille, je vais reprendre la parole pour conclure, parce qu'on a un peu de retard. Juste en quelques mots, hein, nous avons parlé ici de la solution Digital RH qui vous a été exposée par Camille et Nelly, et je les remercie. Il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, en plus de cette activité Digital RH, nous avons une solution dite 360 avec, dans un premier temps, l'externalisation de la paie. Nos équipes gèrent de A à Z la production de la paie et tous les travaux post-paye. Nous avons aussi la possibilité, si vous avez en interne des compétences paye, de mettre à votre disposition notre outil paye qui va vous permettre de produire votre paye tout en vous garantissant une hotline téléphonique, une mise à jour. Et si demain, cette solution est très bien appréciée parce qu'elle vous permet de garder la main sur votre paye, mais si demain vous avez des problèmes de ressources, en un clic, nous, on reprend la main sur la production en cas de besoin. On peut aussi participer et faire vos payes sur vos outils. Sachez que nous savons faire. Un autre domaine qui est dans le domaine du conseil, avec de l'audit social. Alors, quand on dit audit social, ça veut tout dire et rien dire. Hein. Audit social, ça peut être un audit de paye, un audit des contrats de travail, un audit d'acquisition, un audit organisationnel de vos fonctions paye et RH.
Et nous avons aussi tout un domaine qui est la ressources humaines. Nous savons vous accompagner dans la rédaction d'accords d'entreprise, dans la mise en place de CSE, la gestion des CSE, dans tous les travaux relatifs aux ressources humaines avec l'administration du personnel est un champ de compétences que nous avons en interne. Aurélie, d'ailleurs, qui est intervenue, est une de nos juristes qui travaillent sur ce domaine. Je ne serai pas complète si je ne vous parlais pas de la PKF Academy, qui est une structure qui propose des formations qui peuvent être prises en charge par vos OPCO. Je l'ai été rapide, je suis un peu de retard. Le document suivant, Aurélie, s'il te plaît. Donc là, vous allez trouver toutes les coordonnées de nos intervenantes, que je remercie pour cette présentation, qui soulève, ou qui peut-être soulève des questions pour vous. Quelle serait la solution la plus adaptée à vos besoins, à votre entreprise, à vos équipes? La question est posée. Est-ce que vous êtes toujours prêt à passer du temps à vérifier les notes de frais, à avoir votre bureau, j'exagère un peu, mais avoir votre bureau envahi de demandes de congés payés ou gérer des plannings sur des tableaux Excel? Pourquoi pas? Mais sachez qu'aujourd'hui, il existe des solutions digitalisées. Si vous avez besoin de répondre à des questions, nous sommes là pour vous conseiller, vous accompagner dans la mise en place de solutions adaptées à vos spécificités. Et puis, derrière, slide suivant, vous allez trouver un QR code. Je vous propose de scanner. Alors, attends, avant, on avait une question dans le chat. Aurélie, excusez-moi, je n'avais pas vu. Aurélie, est-ce que tu peux y répondre? J'allais répondre pendant que Pardon. les connectés scannent le QR de satisfaction. Alors oui, effectivement, une question concernant le compte épargne-temps universel et les entreprises qui relèvent du secteur du bâtiment et qui adhèrent à la caisse des congés payés du bâtiment. Alors à ce jour, la loi n'a pas été adoptée. L'accord national interprofessionnel n'aborde pas du tout ce point technique. Alors même si le salarié dans le process doit informer l'employeur de l'alimentation du CETU, il semble logique dans ce cas que ça soit la caisse des congés payés qui reverse à la caisse des dépôts et consignations, à voir si ça sera retenu. Alors, je vois qu'il y a une autre question sur le forfait jour à temps partiel. Alors, on ne parle pas de temps partiel pour les forfaits jours, on parle plutôt de forfait jour réduit. Donc, on peut avoir un nombre de jours qui sera largement inférieur à 218. On peut avoir des forfaits jours à 80 jours par an, 100 jours, ce qui revient dans la pratique à assimilé à cette organisation à un forfait jour à temps partiel, mais juridiquement, ce n'est pas du temps partiel, c'est un forfait jour réduit, mais qui peut s'apparenter au régime du temps partiel. Merci, Voilà, j'en ai Aurélie. terminé, je pense, pour les questions. Et donc, Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on reviendra ultérieurement vers vous. Donc le QR code, ça va vous permettre d'obtenir le support. Si vous avez des idées, des besoins de présentation sur des sujets RH, droit du travail, paye, n'hésitez pas à nous en faire part. Et puis nous ferons en sorte de revenir vers vous avec les sujets qui vous plaisent. Je vous souhaite un bon appétit. Oui, bon appétit, c'est là. Et merci pour votre participation. À très bientôt. Au revoir.